Support Me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer le pire, mais il y a des manières moins dévastatrices que d'autres. C'est ce que défend Véronique Bontrider. Cette Brabançonne de 56 ans travaille dans le secteur des assurances. En avril 2021, on lui découvre, par hasard, un cancer très rare. Les mauvaises nouvelles vont alors s'enchaîner, annoncées chaque fois de façon maladroite et très brutale. Autant de chocs à gérer en plus de la maladie et qui peuvent même mettre les chances de guérison en péril. Véronique a été formée au coaching et à la communication. Alors pour donner du sens à cette expérience douloureuse, elle décide de faire des recherches sur la façon d'annoncer le pire et elle propose une stratégie d'annonce en 5 phases. Pour une annonce sans ambiguïté ni mensonge, mais avec bienveillance et humanité, pour donner aux patients l'envie et la force de se battre. Je m'appelle Valérie Savoire et vous écoutez Support Me. J'avais tout simplement une boule dans le mollet qui commençait à grossir. Et après examen comme échographie, biopsie, on m'avait dit de l'enlever esthétiquement. Et le chirurgien esthétique, après avoir reporté plusieurs fois l'intervention à cause du Covid, a découvert que finalement c'était pas une simple boule de graisse, mais une boule très vascularisée. Là, j'ai senti tout de suite que c'était pas bon. Et une semaine après, il m'appelait par téléphone pour m'annoncer que c'était un cancer. Alors là, j'ai été transférée en hôpital universitaire et le chirurgien qui m'a reçu, lui, très réaliste, très clair, mais très empathique, m'a annoncé que j'avais un cancer hyper rare, un sarcome synovial. Il était rassurant. Il était rassurant et m'a dit donc c'était resté localisé. Et donc après 25 séances de radiothérapie et 2 grosses opérations, je pensais vraiment que j'étais guérie. Là, je suis arrivée chez le médecin. C'était un chef de service que j'avais rencontré une seule fois dans tout le traitement. Donc j'arrive toute guillerette, toute confiante. Je pensais vraiment que j'étais guérie. Et là, il me dit, je me rappellerai toujours sa tête et la phrase « Ah, mais votre scanner des poumons m'inquiète très fort. » Et là, j'ai posé la question « J'ai donc des métastases aux poumons ?» Il m'a dit oui. Et là, il ne me connaît pas, je suis quelqu'un normalement d'un naturel très optimiste. Et là, mes seules questions étaient, j'en ai pour combien de temps, c'est quoi le pronostic, qu'est-ce qui se passe si je veux mourir? Et il répétait chaque fois, on vous aidera à mourir, on vous aidera dans les soins palliatifs. Et jamais il a dit ce que je voulais entendre, c'est-à-dire, mais il y a un traitement, madame, on va faire tout pour vous sauver et on va entamer ce traitement main dans la main. J'étais tétanisée et je voulais plus rien faire. Et finalement, c'est le chirurgien qui m'avait opéré qui a dû vraiment négocier longuement pour me convaincre de faire cette fameuse chimio. Deuxième choc, je voulais demander un second avis et donc je suis allée dans un autre hôpital universitaire. Déjà là, la personne qui me précédait, je l'ai vue sortir du bureau du médecin en pleurant. Je me dis oui. Et là, il m'a dit, je vous répète la phrase qu'il m'a dite, 50% des patients qui n'ont que votre chimio meurent dans les 12 mois. Là, tétanisé, mon cerveau s'est arrêté d'écouter et je n'ai pas entendu la seconde partie de la phrase qui était 50% des gens ont une survie de 8 ans. Heureusement, j'étais accompagnée d'une copine qui m'a pris la main, qui avait entendu la seconde partie de la phrase et qui m'a rassurée en sortant du cabinet parce que moi j'étais vraiment au bout de ma vie. Les médecins doivent dire la vérité, mais on me donne entre 4 mois et 4 ans et entre 12 mois et 8 ans. Quel est le choix du patient, si ce n'est tomber dans le désespoir? Entre chaque chimio, on est vu par un assistant en oncologie qui découvre le dossier quand vous êtes devant lui. Et un de ses assistants m'a dit lors d'une consultation, en lisant le dossier, « Mais madame, mais mon Dieu, vous n'avez pas eu de chance, c'est terrible ce qui vous arrive. » Est-ce que j'avais envie d'entendre cela? Alors, je suis ce qu'on appelle en rémission. Et après réflexion, je peux dire que le cancer a été finalement une opportunité de développement personnel. Parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect physiologique. Là, la médecine s'en charge. Mais il y a le côté spirituel et émotionnel. Et là, c'est le patient qui a tout en main. Donc en fait, pour garder le moral, il faut trouver des moyens qui vous aident à le garder,
que ce soit des groupes de parole, des soins, etc. Mais également trouver un projet qui vous porte. Et j'avoue que cette réflexion que je vais vous expliquer maintenant a vraiment été quelque chose qui m'a porté pendant la chimio. Ces chocs et cette expérience douloureuse, j'avais envie de les transformer en quelque chose d'utile. J'ai dans mon passé fait une formation en coaching et j'ai donné moi-même des formations en communication. Et finalement, la communication, c'est de la communication. Et donc, les diagnostics brutaux, ils ont tout espoir et sont vraiment destructeurs. Et le patient, il attend du médecin, sinon la guérison, au moins le soulagement et quelque chose de chaleureux et d'empathique. Et donc, j'ai réfléchi. Et j'ai fait quelques recherches. Et donc, j'ai lu que les choses ont pas mal changé en 50 ans. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des patients sont informés de leur diagnostic. C'est même une obligation légale. Il y a une loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui oblige le médecin à expliquer vraiment le diagnostic et les effets des traitements. Et d'ailleurs, les patients souhaitent cette information. 90% des patients, d'après les études, veulent recevoir toutes ces informations, qu'elles soient positives ou négatives. En revanche, il n'y a que 60% des patients qui veulent connaître les informations sur l'évolution de la maladie et sur le pronostic vital. Et donc, une chose est récurrente, c'est que les patients souhaitent que les médecins optent pour une approche personnalisée, que les informations soient transmises de façon claire, mais avec une attitude chaleureuse et empathique. Donc, en faisant des recherches sur le fonctionnement du cerveau du patient, c'est sûr que l'annonce, elle entraîne un choc, car elle porte en elle quelque chose d'impossible. Il y a une espèce de gouffre entre ce qui se dit dans l'annonce, donc là c'est du réel, c'est la situation médicale sur la maladie, sur l'état d'avancement, et ce que le patient est en mesure, a la capacité d'entendre et comprendre. Parce que ce réel, il est finalement impossible à intégrer. Et le patient, il rentre dans ce qu'on appelle un état de sidération, parce que sa vie bascule en quelques secondes. Et aussi gentil, compatissant ou empathique finalement que soit le médecin, il y a toujours cette dimension horrible du traumatisme de l'annonce qui est de l'ordre de l'insoutenable. Et d'un autre côté, le médecin, il n'est pas psy non plus, c'est pas ça non plus qu'on lui demande, mais il doit quand même comprendre qu'on attend de lui plus que le savoir médical et l'énoncé de ce savoir. Et il doit aussi se demander s'il n'y a pas un décalage justement entre ce qu'il dit et ce qui est entendu. Et là, c'est là ce qu'on appelle la relation. Tout se joue dans la relation entre le médecin et le malade. Donc les mécanismes de défense du cerveau, ça se déclenche automatiquement. Donc quand le patient il entend ce genre de nouvelles, et le cerveau met en place des mécanismes. Alors il y a plusieurs sortes de mécanismes. Il peut y avoir le déni. Donc, on ne parle pas de moi dans cette histoire. Je veux pas savoir. Il peut y avoir aussi le déplacement. Donc en fait, le patient parle de quelque chose tout à fait accessoire, style la perte de ses cheveux. Il y a la rationalisation. Donc là, c'est plutôt des choses très concrètes, des notions de temps, etc. Ou la régression aussi. Donc moi, je veux rien savoir. Je m'en remets à vous, je veux rien savoir. Et ça arrive aussi parfois de l'agressivité. Donc là, le patient s'énerve, accuse le médecin d'être inhumain et incompétent. Il y a d'ailleurs une étude d'un certain monsieur Winderman en 2002 et qui évoque justement toutes les émotions déclenchées après une telle annonce. Et il parle de stupéfaction, peur, colère, soulagement, déni, confusion. Et donc là, il montre surtout l'importance du rôle du médecin dans cette annonce, que plus le patient comprend, plus le médecin tient compte de ses émotions, plus la communication est facilitée et moins grandes alors sont les conséquences psychologiques. Alors l'empowerment du patient, c'est quelque chose qu'on utilise même dans les formations en management. Ça permet justement le développement du rôle actif du patient dans sa maladie. Et ce rôle actif, j'en ai fait l'expérience, c'est super important. Le médecin, c'est un être humain, donc il a ses propres mécanismes de défense dans son cerveau.
Et pour lui aussi, il y a l'angoisse de cette annonce, c'est un moment délicat. Et il met aussi en place des mécanismes de défense pour se protéger. Il peut y avoir l'identification, par exemple, si le patient qui est devant lui, il a son âge. La rationalisation, où il est trop justement dans le médical, dans le technique, dans le concret. Ou l'optimisme démesuré, parce que le patient, finalement, lui est sympathique et il a envie que tout se passe bien. Je pense que tout ce qui est justement psychologique, empathie, devrait faire partie de la formation des médecins ou de la supervision quand ils ont des formations pendant leur cursus ou après. Et donc promouvoir une approche via le coaching, via la formation, la supervision, pour que le médecin puisse connaître ces différents mécanismes de défense et de son propre cerveau et du cerveau du patient, et pouvoir lui-même exprimer ce qu'il ressent, ses difficultés, ses partages d'expériences. Il a des réactions humaines et la communication, donc la base de la relation entre le patient et le médecin, ce sont les règles de la communication. Finalement, en général, la communication, c'est de la communication. Et donc, il faut connaître les éléments clés de la communication. Alors, il faut savoir que dans la transmission d'un message, 38% du message est dans l'intonation, 55% dans le non-verbal et seulement 7% dans les mots. D'où l'importance de tenir compte du non-verbal et de l'intonation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, le visage du médecin qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle, jamais je l'oublierai, quoi. Sourcils froncés, la bouche crispée, ça fait partie de la communication. Alors, autre phénomène à avoir en tête, il faut se dire que dans les heures qui suivent une telle annonce, l'interlocuteur n'aura retenu que 20% de ce qu'il lui a dit. Donc vraiment avoir ça en tête pour être clair, précis et empathique. Et troisième point aussi, il faut savoir que le nerf optique peut transporter 25 fois plus d'informations et plus rapidement que le nerf auditif. D'où l'intérêt pour le médecin de savoir qu'il doit plutôt utiliser des dessins, des schémas, des images pour expliquer au patient ce qui se passe. L'écoute active, c'est une part dans la communication aussi qui est très importante. Et c'est montrer à l'interlocuteur par l'attitude ou par des paroles qu'il l'écoute. Alors ça peut être un hochement de tête, ça peut être une réponse empathique, des questions ouvertes, c'est très important. Mais aussi une reformulation de ce qui est dit pour être sûr que ce soit bien compris. Et là, je voudrais rendre un hommage à mon oncologue donc, qui me suit pour le moment, parce que pour moi, elle est vraiment l'exemple même, le modèle même d'écoute active et d'empathie. Et donc, c'est une personne très réaliste, qui va droit au but, mais toujours avec beaucoup d'empathie et d'écoute active. Et alors, par exemple, aussi, je peux citer quelque chose qui m'avait vraiment boosté dans sa réponse, c'est que j'avais eu l'occasion de participer à une étude clinique. Et donc là, je lui dis dans la conversation, tant mieux, ça va faire avancer la science. Et elle m'a répondu, mais moi, la science, je m'en fous, c'est vous que je veux sauver. Mais je peux vous assurer que cette phrase-là, ça m'a vraiment boosté. Alors là, je propose une stratégie de communication entre le médecin et le patient en 5 phases. Alors la première phase, c'est la phase d'accueil. Le médecin se présente au patient et lui rappelle le motif de la consultation. Ensuite vient la phase préparatoire. Donc il doit évaluer par des questions ouvertes ce que le patient sait déjà, mais aussi son état émotionnel, comportemental et cognitif. Et là, donc, en fonction de quelques questions simples posées au patient, il peut déterminer facilement le profil émotionnel du patient et donc adapter son discours. C'est exactement ce que j'expliquais au début. Si le médecin m'avait posé quelques questions pour savoir que moi, j'ai un profil émotionnel et que de me parler de pronostic vital, c'était pas bon pour moi, il aurait su adapter son discours. Par contre, un autre profil beaucoup plus rationnel aime avoir peut-être ce genre de statistiques, mais tout dépend vraiment de chaque profil de patient. Ensuite, troisième phase, la phase d'information. Là, c'est son rôle, il doit transmettre de façon claire la nouvelle, le contenu technique et médical. Donc ça dépend évidemment
de la hiérarchie des besoins du patient, mais là, il doit adapter également la forme à ces besoins-là. Mais c'est là qu'intervient justement ce qu'il doit expliquer pour son savoir médical et pour le traitement. Alors, la 4e étape, c'est la phase de gestion. Donc là, il doit vérifier que le patient a bien compris. Et donc là interviennent les tips de reformulation, de faire répéter certains points au patient. Et c'est là qu'il peut évaluer également le niveau de détresse du patient. Et enfin, la phase de clôture, là, le médecin fait la synthèse des points importants, le programme des prochaines étapes. Et là, il doit vraiment montrer beaucoup d'empathie et de soutien émotionnel au patient. Et cette stratégie, finalement, fortement résumée de ces 5 phases, ça vise vraiment à obtenir l'adhésion du patient, c'est le plus important, pour la suite, et éviter des dégâts qui peuvent être considérables, de tomber dans le désespoir ou de vouloir en terminer. Bien sûr qu'il faut tenir compte aussi de certains éléments, l'origine culturelle du patient, son niveau d'instruction, l'âge, et également l'aidant proche qui est présent ou pas présent, et adapter aussi la communication à cet aidant proche. Alors finalement, la médecine, il faut se dire que ce ne sont pas que des statistiques. Il y a jamais 100% de certitude quant à l'issue de la maladie. On entend ça tout le temps autour de soi. On me donnait 3 mois et finalement je suis toujours là. Et donc chaque personne a besoin et a le droit de recevoir une annonce qui lui donne de l'espoir. L'espoir, c'est tout. D'ailleurs, mon médecin m'a une fois dit que dans le serment d'Hippocrate, il était question de 50% de la guérison venait du moral du malade. Donc il y a jamais de faux espoirs. Ils sont loin d'être inutiles. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.